Alors maintenant que l'on a vu comment lier des pages entre elles et qu'on a vu le principe des URL, ce que je vous propose, c'est de voir ensemble comment agrémenter notre site avec des images. Donc pour ajouter des images au niveau de notre contenu, il n'y a rien de plus simple, il suffit d'utiliser une balise vide IMG. Donc par exemple, sous mon restaurant ici, j'ai envie d'afficher un visuel qui montre un petit peu le style de mon restaurant ou qui montre la salle par exemple. Donc pour créer une image et insérer une image au niveau de notre document, il suffit d'utiliser la balise IMG. Cette balise va avoir deux attributs principaux qui seront src, qui permettra d'indiquer le chemin vers notre fichier image. Donc ce chemin va fonctionner un petit peu comme pour les href. Il peut être soit absolu en commençant par un slash, soit relatif, soit externe avec le HTTP ou le HTTPS. Ensuite, on va avoir un second attribut alt qui va permettre de décrire en fait ce qu'est censé afficher notre image. Alors pourquoi cet attribut alt est important? Il est important pour deux choses. D'une part, s'il y a un problème avec le chargement de l'image, ça va permettre au navigateur d'afficher un texte permettant à l'utilisateur de savoir ce que représentait votre image. Le second intérêt, c'est plus un problème d'accessibilité. Pour les personnes qui ont des déficiences visuelles et qui ne peuvent pas forcément voir votre site sur un écran, ils utilisent quelque chose qui va lire l'écran. Donc lorsque cet outil va lire cette balise IMG, il va lui dire là normalement il y a une image qui représente telle chose. Et il va utiliser l'attribut alt pour savoir ce que représente normalement votre image. Donc c'est important de spécifier cet attribut pour la totalité de vos images. Alors si vous utilisez certaines images juste pour un aspect design, par exemple vous avez une image d'un trait de séparation, si ça n'a pas d'importance, vous pouvez laisser le alt vide. Mais il faut toujours avoir cet attribut alt. Donc au niveau du src, on va devoir spécifier le chemin vers une image. Et se pose alors la question de quel format on va pouvoir utiliser. Donc globalement, il y a 4 formats principaux que l'on va utiliser. Alors je vous ai créé quelques petites images pour vous illustrer les différences entre les formats. Alors le premier format que vous êtes sûrement déjà habitué à utiliser, c'est le format JPG. Donc l'extension c'est JPG ou JPEG. Donc c'est un format qui fonctionne à base de pixels et qui est idéal en général pour les photos. Donc je vous ai pris un exemple ici. Donc c'est l'image que l'on va utiliser pour notre restaurant. C'est une image qui ressemble à ça. Donc c'est une photo avec peut-être un petit dégradé. Donc dans ce cas-là, le format JPEG est idéal parce que il permet d'avoir une assez bonne qualité avec un poids qui est assez réduit. Donc il est possible avec ce format-là de réduire le poids en diminuant la qualité de l'image. En fait, ça va surtout se ressentir sur certains détails. Donc là, il faut zoomer, mais en fait, on va avoir des petits artefacts qui peuvent apparaître à différents endroits de notre photo. Donc il faudra un petit peu jongler avec l'outil que vous utilisez pour générer ce format JPG. Un autre format qui est très répandu, c'est le format PNG. Donc c'est un format qui sera plus adapté pour tout ce qui est forme et aplat. Donc idéalement, par exemple, un logo. Il a un autre avantage, c'est que c'est un format qui supporte la transparence. On le voit ici sur ce logo-là, on n'a rien en fond à cet endroit-là, donc si on a un élément qui va se placer dessous, automatiquement, le logo va passer par-dessus. Donc ça peut être très pratique. Et par rapport au JPEG, il y a vraiment un très bon niveau de détail. On le voit ici, il y a très peu d'artefacts, c'est impeccable. Si je compare le même logo en JPEG, hop, je l'ai sauvegardé ici, si on réduit la qualité, en fait, on va avoir des sortes de petits artefacts de compression qui vont donner une moins bonne qualité. En termes de poids, c'est important aussi, parce que lorsque l'utilisateur va consulter votre site web, s'il est par exemple sur mobile, il n'a pas une très bonne connexion. Donc il faut essayer d'optimiser le poids de vos images. Si je compare, le logo en JPEG pèse 27 kg, c'est ce que l'on voit en bas. Et si je le regarde en PNG, il ne pèse que 12 kg. Donc autant utiliser le PNG vu qu'on a une meilleure qualité et une meilleure taille dans ce cas-là. Donc dès que vous avez des éléments graphiques, en fait, des éléments avec des aplats de couleurs ou des dégradés simples, il faudra plutôt privilégier le PNG, ou aussi si vous avez besoin de transparence. Alors ensuite, un autre format qui est de moins en moins utilisé, c'est le GIF. Alors c'est un format qui survit encore aujourd'hui parce que c'est un format qui supporte l'animation. Donc on peut avoir des GIFs animés, vous en avez sûrement déjà vu sur internet, et du coup on continue à l'utiliser. Si je vous montre rapidement, c'est un format qui supporte lui aussi la transparence, à un petit détail près, c'est qu'il ne supporte pas la semi-transparence. C'est-à-dire que si je mets un plan ici, hop, vous allez voir qu'on a une sorte de crénelage à cet endroit-là. On ne peut pas avoir de pixels semi-transparents, comme c'était le cas avec le PNG, où là, vous voyez, on a cette sorte de petit dégradé transparent. Donc c'est un format qui est loin d'être idéal et que je réserverai globalement, si vous avez besoin de petits éléments animés. Mais encore aujourd'hui, avec l'apparition de notre balise que l'on verra plus tard, on peut utiliser des vidéos à la place des GIFs.
Enfin, le dernier format est un format un peu plus spécifique qui correspond à tout ce qui est logo, qui a un petit peu le même cas d'utilisation que le PNG, c'est le SVG. Donc le SVG est un format qui est vraiment très particulier parce que globalement il conserve les différentes formes. Si je clique sur mes différents éléments ici, en fait on voit qu'il sauvegarde les différentes formes directement dans le fichier. Donc ça permet d'avoir un format qui est très très réduit. Par contre, ça ne sera utilisé vraiment que pour des formes simples. Donc si je recompare un petit peu tout ça, je vais vous montrer pour les images photos, mieux vaut utiliser le JPEG. On voit ici que j'arrive à avoir 222 kg, alors qu'un PNG pèse beaucoup plus. Du coup, pour tout ce qui est photo, on préférera utiliser du JPEG. Pour les logos, c'est à vous de voir. Soit vous utilisez du PNG, mais si vous avez accès aux sources de votre logo, l'idéal c'est vraiment le SVG. Enfin, si vous avez des animations, il faudra utiliser le GIF. Alors maintenant que ça c'est dit, je vais prendre ces images-là et les mettre dans mon dossier. Donc pour rester organisé, ne pas mélanger avec l'HTML, je vais ici créer un nouveau dossier et je vais l'appeler IMG. Et à l'intérieur, je vais y mettre donc cette image en JPEG et je vais y mettre mon logo HTML en SVG. Et je vais le renommer html.svg pour que ça soit plus simple à appeler. Maintenant, il me suffit ici au niveau de mon SRC de préciser le chemin vers mon image. Donc là, c'est dans un sous-dossier IMG et ensuite c'est fiasco-bg.jpg. L'avantage encore une fois avec l'éditeur, c'est que comme vous l'avez vu, il m'a auto-complété les choses. Donc ça me permet de mieux m'y repérer. Au niveau de l'attribut alt, je vais mettre ici photo du plat avocat de fiasco. Bon, c'est pas forcément idéal comme description, mais au moins ça permet de décrire les choses. Si maintenant je réactualise ma page, je vois que j'ai mon image qui apparaît ici. Donc de la même manière, si je veux mettre mon petit logo HTML5, je vais le mettre après ici. J'écris ma valise IMG, je mets mon SRC, donc ça sera html.svg, et ensuite alt, je vais préciser que c'est le logo HTML5. Je sauvegarde et je réactualise. Alors pour le coup, le logo est absolument énorme. Donc il faut savoir qu'avec les images, vous avez aussi d'autres attributs que vous pouvez utiliser, et notamment l'attribut width et height. Donc ces deux attributs vous permettent de préciser la largeur et la hauteur de votre image. Et à l'intérieur, on met une valeur en pixels. Alors si vous ne savez pas ce que sont les pixels, en fait, les pixels ce sont des tout petits points sur votre écran. Et suivant la taille de votre écran et la taille de votre périphérique, vous en avez plus ou moins en largeur et en hauteur. Donc sur cet écran par exemple, j'ai 1900 pixels en largeur et 1080 pixels en hauteur. Donc vous pouvez préciser justement le nombre de pixels que va prendre votre image. Donc si je prends une valeur un petit peu arbitraire, on va dire ici qu'on a 200 pixels en largeur et 100 pixels en hauteur. Et automatiquement, mon image va être redimensionnée dans ce format-là. Si je réactualise, je vois qu'elle fait 200 par 100. Et je peux appliquer la même chose pour le logo HTML5. Alors par contre, si vous faites ça et que le format ne correspond pas, vous pouvez avoir parfois des surprises. Dans le cas du SVG, ça se dégrade plutôt bien. Mais si ici, je venais à mettre, par exemple, 100 en largeur et 300 en hauteur, c'est pas du tout le bon format par rapport à mon image. Ce qui va se passer, c'est que mon image va être complètement tordue comme ça. Donc vous avez la possibilité de ne préciser qu'un seul des deux paramètres. Si vous lui dites je veux une largeur de 100, automatiquement il appliquera la hauteur en fonction. Et inversement, si vous lui dites que vous voulez une hauteur de 300, il adaptera pour que la largeur corresponde. En revanche, je ne vous conseille pas forcément de trop vous reposer sur ça, et plutôt de mettre systématiquement à la fois la largeur et la hauteur. Le problème en fait peut apparaître si vous mettez une largeur spécifique de 100. Lorsque la page va se charger, le navigateur ne sait pas encore la dimension de votre image. Du coup, vu que vous ne lui avez précisé que la largeur, il va seulement réserver 200 pixels en largeur. Et pour la hauteur, il ne va rien mettre. Donc vous pouvez avoir cette impression de saut en fait quand les images se chargent. Donc mieux vaut plutôt préciser à la fois la largeur et la hauteur. Autre petit détail, évitez de trop redimensionner les images par l'HTML. On peut se dire, c'est intéressant ça parce que là je mets 600 et 200, donc mon image a le bon format, mais le problème c'est que l'image originale que j'utilise, je peux faire CTRL-clic ici, cette image-là, elle est bien plus grande.
Ce qui fait que je force l'utilisateur à charger une image en 1440 par 612 pour au final n'afficher une image qui n'a que cette dimension-là. Donc je fais charger beaucoup trop d'informations à l'utilisateur pour rien. Donc n'hésitez pas à redimensionner vos images pour leur donner le bon format et éviter d'avoir des images trop grandes et trop longues à charger. Vous pouvez le faire via un éditeur graphique. Moi, j'utilise ici Affinity Designer. Vous avez aussi Photoshop qui vous permet de le faire, mais vous avez aussi des exemples en ligne. Donc, si vous cherchez Resize Crop Image, par exemple. Le troisième lien a l'air pas mal, donc j'en ai testé quelques-uns. Vous pouvez uploader, donc envoyer votre image. Ensuite, il vous propose de la cropper, donc vous pouvez sélectionner qu'une partie de l'image, par exemple. Moi non, je vais sélectionner toute l'image, mais vous avez aussi la possibilité de changer sa taille. Vous pouvez dire, je veux quelque chose de 25% plus petit, ou choisir vous-même une taille dynamique. Et on va mettre 600 pixels en largeur. Voilà, on peut changer la qualité, le format, et je lui demande de redimensionner l'image. Et là, il me donne une image qui est bien mieux adaptée par rapport à mes besoins, en 600 par 255, donc je peux la sauvegarder et l'utiliser. Donc c'est très important, surtout si vous voulez mettre des images que vous avez prises avec votre téléphone, parce que ces images que vous prenez avec votre téléphone sont absolument énormes, surtout avec les nouveaux téléphones. Donc pensez à redimensionner les choses pour avoir un format qui est plus adapté pour le web. Donc voilà pour ce système-là. Sachant que le SVG, lui, c'est un format vectoriel, c'est-à-dire qu'il sauvegarde les formes. Donc ce format-là n'a pas à proprement parler de largeur et de hauteur, donc vous n'avez pas besoin de faire des redimensionnements dans ce cas-là. C'est le principal avantage de ce nouveau format, c'est qu'on peut utiliser un seul fichier source pour tous les formats de notre site web. Enfin, dernière petite chose, si jamais vous mettez une image au milieu de votre texte, par exemple comme ceci, donc ça c'est entièrement valide, cette image va s'afficher d'une certaine manière, hop. Elle ne va pas forcément aller à la ligne, elle va s'afficher comme si c'était une grosse ligne de texte en fait. Donc elle va s'afficher comme ça en coupant votre texte. Donc ce que vous pouvez faire, c'est par exemple la placer au début. On pourra gérer un petit peu plus en profondeur le positionnement et la disposition de notre image en utilisant les tableaux ou de manière plus moderne en utilisant du CSS. Donc voilà comment vous pouvez positionner une image. Ce qui est intéressant aussi, c'est que vous pouvez tout à fait faire un lien sur votre image. Donc par exemple, vous pouvez entourer votre balise IMG d'un lien. Hop. Et à l'intérieur de ce lien, vous y mettez ce que vous voulez. Vous pouvez par exemple rediriger vers une autre page ou carrément mettre le lien de l'image. Ce qui fait que quand l'utilisateur clique sur l'image, il verra l'image en grande taille. Et là, de la même manière, je vais mettre un target blanc pour que ça ouvre dans un nouvel onglet ou une nouvelle fenêtre. Mon image est maintenant cliquable, on le voit, mon icône devient un petit doigt et quand je clique dessus, ça m'affiche l'image à côté. Donc ce qui peut être intéressant, c'est si jamais vous faites une petite galerie de petites photos, on le fera plus tard, ça serait d'avoir des photos en petite taille. Donc on aurait un fichier qui s'appellerait par exemple _min.jpg, donc ça serait une photo qui aurait une dimension bien précise. Et ensuite quand on clique dessus, on afficherait et on chargerait la photo plus grande. Donc comme ça, on peut avoir un petit système de galerie. Donc ceci étant dit, je crois qu'on a fait le tour des formats d'images. Juste pour résumer et être sûr qu'on se comprenne bien, on utilisera le JPG, le JPEG pour tout ce qui est photo, donc des formats où il y a beaucoup de détails. On pourra régler la qualité de la photo avec notre logiciel d'export. On utilisera le PNG pour tout ce qui est graphique, donc des aplats de couleurs ou des dégradés simples. Et on utilisera le SVG, c'est un format vectoriel lorsqu'on a accès aux sources de notre document. Donc en général, si on travaille avec un graphiste, il pourra nous fournir les éléments au format SVG. Enfin, le format GIF est de moins en moins utilisé, mais on peut l'utiliser si on a besoin d'avoir une petite image animée. Mais il faudra faire attention, sa transparence n'est pas forcément tip-top, et de la même manière, j'avais oublié de vous le préciser, en termes de poids, ce n'est pas forcément idéal. Donc justement, vu qu'on a parlé d'un système de galerie, ce que je vous propose de voir ensemble dans le prochain chapitre, c'est les tableaux. Les tableaux vont nous permettre d'organiser nos contenus, comme son nom l'indique, dans un tableau.